Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV. Aujourd'hui, dans notre série Les grands champions de l'histoire du jeu d'échecs, nous allons parler de Vladimir Kramnik avec Jérôme Maufrin. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors Kramnik, champion du monde de la lignée classique, puisqu'en 2000, d'ailleurs sous les caméras de Diagonale TV, il remporte le titre mondial en battant le King Garry Kasparov. Oui, il a eu l'extraordinaire honneur de mettre fin aux 15 ans de règne de Garry Kasparov. Du reste, Garry Kasparov avait annoncé dès le début des années 90 qu'un jour, Kramnik serait champion du monde. Il a été, sinon exaucé dans ses vœux, en tout cas sa prophétie s'est réalisée. Kramnik a bien été champion du monde en 2000. Et on a dit pendant longtemps d'ailleurs que Kramnik avait été l'élève de Kasparov. Je crois qu'il a été rentré dans son école. Il avait été un peu formé par lui. Il a gravité autour de Kasparov puisqu'il faisait partie de son équipe de second pour le match de 95 à New York contre Anand. Donc j'imagine que Kramnik a tiré quand même profit du voisinage de Kasparov, des préparations qui ont eu lieu pour ce championnat du monde. Par ailleurs, Kramnik a plutôt suivi l'école Botvinnik. Il a eu le parcours très classique du joueur russe, du jeune joueur soviétique. Il est né en 75. Il apprend à jouer aux échecs à 5 ans. À 11 ans, il rentre à l'école Botvinnik et à 16 ans, il devient grand maître international sans même avoir le titre de maître international. Il a directement fait des normes de grand maître. Ouais, tout de suite. Oui, ce qui est rarissime. Ouais, je ne crois pas que ce soit arrivé. Il n'a même pas été maître, il est devenu directement grand maître. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu comme avoir l'agrégation sans avoir le bac, c'est un petit peu étonnant. Mais voilà, alors, pendant longtemps, Kramnik a trusté les premières places mondiales avant d'arriver à ce match de l'an 2000, puisque dès le début des années 90, il est déjà considéré comme un prétendant au titre mondial. Il fait partie des 10 meilleurs du monde très vite et pendant 10 ans, il va y rester. Oui, il est déjà numéro 4 au classement en 1991-92, très très jeune. Il fait figure de futur grand, mais cette maturation va être un petit peu longue. Il va s'illustrer notamment et surtout en gagnant les plus grands tournois, Linares, Tilburg, Monaco, Dortmund, dans les années 90, mais il faut vraiment attendre 2000 pour que, véritablement, il entre dans le cercle très très fermé des grands champions, qui sont ceux qui ont réussi en match à devenir champion du monde. Et puis, son titre de 2000 a une légitimité toute particulière, puisque c'est contre Garry Kasparov, donc personne ne peut venir contester ça après coup. Oui, c'est le seul match en 1 contre 1 que Kasparov ait jamais perdu. Absolument. C'est la première fois qu'il perdait ainsi un match, même des matchs d'exhibition, il n'en perdait pas. Non, c'est le seul match avec celui qui ne s'est pas terminé, avec Karpov, où il était mené 5-3 et qui a été interrompu parce que trop long. Mais voilà, c'est les deux seuls moments où Kasparov a été battu en match, donc ça a quand même une signification très particulière et ça montre la force de Kramnik et notamment sa capacité à construire des positions solides contre lesquels Kasparov a eu du mal à passer, et même il n'est pas passé du tout, puisque fait remarquable, il est devenu champion du monde sans perdre de partie contre Kasparov. Oui, c'est-à-dire qu'il gagne le match 2-0 à Londres, et effectivement il ne perd aucune partie. Alors, à noter dans l'évolution de Kramnik, bon, d'abord c'est un joueur qui arrive quand finalement l'URSS s'est éclaté quasiment déjà, donc c'est un joueur qui n'est plus soviétique mais vraiment russe. Et ensuite, au niveau de son jeu, il y a eu quand même une évolution, il faut noter, puisque au début des années 90 et jusqu'à la fin, il jouait encore des positions plutôt tranchantes, plutôt dynamiques, et puis c'est vers la fin finalement qu'il s'est mis à jouer des positions beaucoup plus profondes, beaucoup plus positionnelles, un peu à la Karpov. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il a réussi à battre Kasparov, parce que finalement, contre Kasparov, dans ce match, on a surtout noté une sorte de granit kramnikien, impassable. Et alors que Kasparov continuait à jouer son style de jeu plutôt agressif, etc., il s'est heurté à des conceptions nouvelles et profondes, parce qu'il nous a joué quand même la fameuse défense de Berlin, qui était une nouveauté en tant que partie à jouer dans un championnat du monde. C'est la première fois que cette ouverture, je crois, devait jouer peut-être à la limite Stenitz, peut-être fin 19e, à vérifier, a pu jouer ça. Mais dans l'ère moderne, c'était la première fois qu'on rejouait dans une partie de cette importance, cette défense un peu oubliée. Et depuis qu'est devenue une défense super à la mode, c'est-à-dire qu'après c'est devenu, alors comme toujours d'ailleurs, quand ça a du succès en championnat du monde, les grands maîtres se disent tiens, c'est jouable. Et c'était très intéressant à ce niveau-là parce que c'était une défense extrêmement curieuse, tout à fait hors des schémas traditionnels, où les Noirs se mettent a priori dans une position assez mauvaise finalement, avec des pions doublés, etc. Et puis Kasparov n'a rien trouvé
pour essayer de passer ça malgré tout. En fait, il s'avère que c'est une position extrêmement solide. C'est vrai, il y a une évolution dans le style de Kramnik. Il était peut-être plus un joueur de tournoi dans les années 90. Et pour remporter des matchs, il faut aussi, je ne vais pas dire apprendre à faire des parties nulles, mais c'est une partie de l'héritage de Petrosian aussi. Il faut savoir ne pas perdre de parties. Parce qu'autant il est très important de gagner des parties dans les tournois, autant faire match nul dans une partie de championnat du monde, c'est un résultat neutre. Ça n'affecte en rien le classement du joueur. Tout à fait. Donc, il a neutralisé Kasparov, il a réussi à obtenir les parties nulles dans toutes les situations qui étaient un petit peu compliquées, et il a frappé les 2 fois où c'était nécessaire, où l'ouverture s'est présentée, et il l'a emporté 2-0. Alors, autre chose qui caractérise la carrière de Kramnik, il n'est pas fini, il est toujours bien sûr en activité, mais il a perdu son titre de champion du monde. Ce qui caractérise aussi sa carrière, par rapport à ce titre quand même un peu particulier, c'est qu'il arrive on est toujours en scission des titres mondiaux. Il y a un championnat du monde FIDE, mais qui n'est pas aussi reconnu que le championnat du monde classique, que Kasparov, tant bien que mal, arrive toujours à organiser. Short en 93, Anand en 95, et finalement au bout de 5 ans quand même. Oui, parce qu'il y avait eu un cycle des candidats qui avait été organisé, et c'est Alexis Chirov qui devait être le challenger. C'est là où je voulais en venir, c'est que finalement c'est Chirov qui devait jouer Kasparov. Il avait battu Kramnik en match. Oui. Et finalement on se retrouve quand même avec un match Kasparov-Kramnik pour des raisons de sponsoring en fait. Oui, les joueurs n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions. Le match avec Chirov a capoté, comme ça peut arriver dans le monde de la boxe aussi. Mais je crois que Chirov a refusé des offres, c'est-à-dire qu'il y avait des offres possibles, notamment en Californie. Kasparov était a priori pour, il avait demandé à Chirov d'accepter, et Chirov a refusé, il a sans doute essayé de faire monter les prix, et au final, faillite. Et finalement, Kramnik est le choix du prince, c'est le fait du prince, puisque c'est Garry Kasparov qui décide que son challenger sera Vladimir Kramnik. Donc à l'ancienne en fait. À l'ancienne, il se désigne lui-même son challenger. Bon, c'était peut-être une façon, il a senti que c'était peut-être le moment de passer le témoin, puisque lui-même avait prédit qu'un jour Kramnik serait champion du monde. Donc il s'est lui-même choisi un adversaire à sa mesure. C'est pour ça que certains ont contesté aussi la tenue de ce match, mais la victoire et la légitimité de Kramnik ne font aucun doute. D'ailleurs, il est resté champion du monde jusqu'en 2007, et la réunification du titre qui s'est faite au Mexique dans un tournoi à 8, qui a remporté Anand, l'Indien. Oui, alors à noter d'ailleurs que de ce point de vue-là, Kramnik a fait faire quand même une avancée dans la réunification des titres. Effectivement, c'est le champion du monde classique qui a permis finalement que cette scission aboutisse à un terme, qu'on en finisse avec ce double titre de champion. Il défend quand même son titre une première fois contre Leko. Oui. Donc ça c'est un point important. Et il le défend contre Topalov. Aussi, oui. Ça c'est important. Alors le match contre Parce que c'est là que la réunification se fait en fait. Bien sûr, oui. Le match contre l'Eco, il se déroule, je crois, en 2006. En Suisse, bien, ouais, tout à fait. Et ça se termine par un match nul. L'Eco a un style très très défensif. Kramnik ne prend pas trop de risques, et en définitive, on aboutit au match nul qui permet à Kramnik de garder le titre, puisque la règle stipule que le champion en titre garde le titre en cas de match nul. Ouais. Le match contre Topalov était plus tendu, notamment le Watergate. Et voilà, le Toilet Gate. Le Toilet Gate. Puisque Topalov s'est plaint que Vladimir Kramnik... Non mais il faut expliquer l'histoire. Ah oui, j'explique. C'est quand même très important. Le Toilet Gate, c'est-à-dire en fait finalement le scandale des toilettes. Disons les choses telles qu'elles sont. Puisque on est en pleine période 2006 par là. 2007, les ordinateurs tournent à fond. Et savent très bien analyser des positions et parfois trouvent des coups que les champions ne voient pas eux-mêmes. Et Topalov est soupçonné de tricherie en fait, puisqu'on voit son entraîneur Dainailov, c'est ça, donc on le soupçonne de donner des indications à son joueur pendant les tournois. Il y a déjà des suspicions autour de Topalov. Et bizarrement, ce qui se passe dans ce tournoi, dans ce championnat du monde, c'est Kramnik qui est accusé par le camp de Topalov, peut-être habitué à ça, je ne sais pas, mais d'avoir dans les toilettes accès finalement à... on a l'impression d'être une ambiance un peu fichère. Oui. C'est un peu de schizophrénie, et on a l'impression qu'il l'accuse de passer trop de temps aux toilettes et d'éventuellement d'avoir accès à des analyses par ordinateur. D'y aller trop souvent et d'utiliser peut-être un petit ordinateur ou un des premiers téléphones, puisque maintenant on peut faire tourner un logiciel sur un smartphone, c'est pas un souci. Ouais. Donc en tout cas un moyen électronique de tricher, d'avoir des indications. D'avoir des indications. Topalov accuse Kramnik de ça, évidemment l'affaire fait pchit, mais
Mais pas si cheap bah, que ça. Il y a une elle vraie. Elle laisse une trace, Voilà, mais ouais. ça n'empêche pas Kramnik de garder le titre de champion du monde. Oui. On sait par ailleurs que c'est pas la première fois ni la dernière fois qu'il y a eu des soupçons de tricherie ou qu'il y a eu des tricheries avérées. Oui, tout à fait. Et il y a toujours je crois qu'il y a quand même toujours des soupçons sur le jeu de Topalov de ces années-là, qui était où c'est vrai qu'il avait monté brusquement de niveau, quoi. Bon, bref, c'était un peu bizarre. Enfin, bon. De toute façon, c'est un excellent joueur, mais C'est un vrai très bon qu'il joueur. Il n'a pas atteint à nouveau le même niveau de performance depuis. Oui, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Donc on n'en sait pas plus, mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé, vraiment. Il y a eu cette accusation, il y a eu ces suspicions chez Kramnik, mais aussi chez Topalov, et des histoires comme ça d'aide. Et d'ailleurs, ce type d'histoires ont eu tendance à avoir lieu dans d'autres tournois avec d'autres joueurs par la suite. Donc Kramnik défend son titre, et puis finalement, c'est lors du match, c'est le match face à Anand qu'il perd en fait. Il y a un tournoi au Mexique. Un tournoi à 8 qui est remporté par Anand. Un petit peu comme en 48, on avait fait un tournoi. Oui, il y a un tournoi c'est un tournoi de réunification où le champion du monde FIDE est là, le champion du monde. Ainsi que les meilleurs joueurs ou des qualifiés. Les meilleurs joueurs, etc. Voilà. Donc, et c'est Anand finalement qui prend le titre à Kramnik et qui désormais le détient. Voilà. Donc sans l'accord de Kramnik pour faire cette réunification, elle n'aurait pas eu lieu. Bien sûr. Bon, donc il a accepté de le faire. Peut-être tout simplement, je pense aussi que Kramnik n'avait pas l'énergie de Kasparov pour aller lui-même chercher des sponsors et organiser les matchs. C'est-à-dire que Kasparov se voulait à la fois organisateur et joueur, ce qui demandait énormément d'énergie, il en avait. Et Kramnik est plus un joueur vraiment qui s'intéresse vraiment qu'au jeu et pas tellement à ce qui se trame autour. Et donc ça le fatiguait un peu sans doute d'essayer comme ça de trouver des solutions pour organiser ces matchs. Donc voilà, on va voir quelques images donc, de Vladimir Kramnik. Voilà, ici, alors ça c'est Kramnik assez jeune, il est déjà très fort. Hein. Oui, là, il doit avoir 18-19 ans. Il est déjà parmi les meilleurs mondiaux. À noter que c'est un géant. Hein. Il est très grand. Et il fait quoi ? Je ne sais pas quelle taille il fait exactement. Il est trop grand, je pense. Ouais. Très grand, très grand. Il fait 1m90 facile. 1m90, sans problème. Il pourrait jouer au basket. Donc voilà, ici encore, la Kramnik un peu plus tard, avec ses lunettes. On le reconnaît davantage, il a les cheveux beaucoup plus courts. Ouais. Ici, encore une photo avec toujours Kramnik, en cravate, toujours bien habillé, toujours élégant. Toujours élégant. Un joueur toujours élégant. Voilà. Voilà, de près, un super portrait. Ça, c'est pas mal, ça. C'est presque dommage qu'on ne voit pas les chiquets dans la lunette. Hein, mais là, on voit bien qu'il est en train de réfléchir. Oui. Voilà, je ne sais pas combien on a d'autres photos. Ah oui, alors ça, c'est avec Daniel Gibert. C'est-à-dire qu'elle ressemble beaucoup, hein, et voilà, la présentatrice. Elle vient de jouer le premier coup pour Aronian, l'Arménien, qui est à gauche. Voilà, donc ça, la photo est pas mal parce qu'on voit énormément de public, beaucoup de photographes. Ce sont les Olympiades de Dresde, Ouais. qui sont déroulées en 2008. Et en fait, c'est pas Daniel Gilbert. Il faut dire la vérité. C'est une Allemande. Et voilà, c'est l'adjointe au maire de Dresde qui vient tout simplement honorer de sa présence la compétition et joue le premier coup virtuel comme ça se fait souvent. Bien sûr, elle a demandé à Aronian ce qu'il fallait jouer. Hein. Oui. Il lui a dit pousser le pion en D4. Elle l'a fait pour les photographes. On voit qu'ils sont assez nombreux, qu'il y a beaucoup de public. L'Allemagne a une tradition de jeu de manière générale et a beaucoup de licenciés, beaucoup de spectateurs. Donc il y a toujours du public en Allemagne pour les grands événements échiquiers. Alors, donc Kramnik ici à droite, bien sûr, on le voit avec ses lunettes. Et alors, à gauche, en face de lui, avec les pièces blanches, évidemment, on voit Aronian, qui est un joueur extraordinaire d'Arménie, donc, et qui est très très fort, hein, qui a fait partie. Je ne sais pas s'il n'a pas été à un moment donné numéro 1 mondial aussi. Je ne sais pas s'il n'a pas trusté le. Au classement, oui, c'est possible, ou tout près en tout cas. Tout près, ou s'il n'a pas passé un mois ou deux, parce que maintenant le classement est beaucoup plus souvent mis à jour, et il est possible qu'il soit passé un peu numéro 1 mondial, je crois bien, je ne suis pas sûr, on va vérifier. À côté de lui, il y a aussi Akopian, contre qui j'ai eu le mérite de jouer, c'est-à-dire que j'ai pu faire une partie moi-même contre Akopian, c'était à Lyon justement en 90, au championnat du monde Karpov-Kasparov. Il y avait un tournoi et à l'époque, je ne sais pas par quel hasard. Un appariement fort faible, tout simplement. Voilà, et je me suis évidemment écrasé, mais j'ai eu le plaisir d'avoir fait une partie avec Akopian. Alors Akopian qui a été d'ailleurs, je crois, champion du monde FIDE. Ça, il faudra vérifier parce que. Je crois bien. Si, je crois bien. Ou non, il était en finale contre Kalifman peut-être. Voilà, je sais plus. Crois que c'est plutôt ça. C'est plutôt la finale, à vérifier. Bon. Enfin, en tout cas, il est allé assez haut, hein, tout à fait.
Donc voilà, donc les Arméniens qui sont très forts, d'ailleurs ils ont gagné les Olympiades, celle-ci d'ailleurs sans doute. Je crois que c'était celle-ci qu'ils ont remporté. Ils ont remporté l'Olympiade. L'Olympiade, c'est quoi? C'est la compétition par équipe, c'est-à-dire que c'est par équipe de 4 joueurs qui rencontrent l'autre nation, ici en l'occurrence les Russes. Et puis l'équipe qui marque le plus de points, évidemment, gagne le match en fait. Et à la fin de la compétition, c'est un championnat, eh bien l'équipe qui aura marqué le plus de points est sacrée championne, vainqueur des Olympiades. Un tournoi qui a lieu depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Cette année, là on est en août 2012, ce sont les 40e Olympiades. Voilà. Donc c'est une compétition qui a déjà une certaine longévité. Et on voit d'ailleurs dans l'équipe russe les grands noms, hein, Kramnik au premier échiquier, Svidler au deuxième, Gritchouk au troisième qui a été battu par Gelfand là, pour la qualification au championnat du monde 2012, et Yakovenko qui est à plus de 2700 aussi. Donc on n'a que des super grands maîtres, et puis en face aussi. Donc c'était un match au sommet. Oui, en face on a Aronian Akopian, Sargsyan, et puis un Petrosian, mais c'est pas le champion du monde des années 60, c'en est un autre. Mais ça veut dire que c'est... Alors on voit bien les Noirs arméniens, on les reconnaît facilement. Voilà, donc encore une photo ici de Vladimir Kramnik en pleine réflexion. Voilà, avec les pièces noires. Et puis on revient à notre première photo. Voilà, donc on va passer maintenant, qu'on a vu donc, cette carrière brillante de Vladimir Kramnik, donc, qui bat Kasparov, c'est quand même pas rien. C'est lui qui le destitue et qui garde son titre 7 ans. 7 ans quand même. C'est quand même un beau score. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est plus que Spassky par exemple. Oui. Donc on va passer maintenant à la partie du jour, qui est une partie évidemment de Vladimir Kramnik, qui a les blancs ici, et qui joue en 1996, donc il est déjà très très fort, il fait partie des 3 meilleurs mondiaux facilement. Peut-être même il est peut-être déjà deuxième, hein, c'est tout à fait faisable. Il faudrait revoir les classements de l'époque précisément. Et il joue face à une championne qu'on aime beaucoup sur Diagonale TV, puisque c'est la grande Judith Polgar, qui là aussi, à cette époque-là, est déjà dans le top 15 mondial et qui flirte avec le top 10 et qui donne maille à partir au tout meilleur jour du monde. Alors c'est parti avec cavalier F3, cavalier F6, C4, G6, et après cavalier C3, fou G7, voilà. C'est le style de Judith qui, un peu comme Kasparov et Fischer, joue aussi des variantes extrêmement aiguës, donc ici l'Est indienne, ou alors contre E4, elle va jouer la sicilienne, donc c'est une joueuse d'attaque, dans la lignée des grands joueurs d'attaque, elle aime bien mettre la pression tactique très vite dans la partie, et c'est tout à fait son style. Donc E4, normal, tout ça est bien, petit D6, D4, tout ça est normal, petit roc, fou E2 et E5, alors ça c'est important. Les noirs attaquent tout de suite ici au centre. Alors on n'a pas peur pour les noirs d'une prise, cavalier prend, puisqu'on pourrait d'abord échanger les dames une première fois. Et puis il y a une menace forte sur le centre blanc. On peut même envisager tout de suite, pourquoi pas, cavalier prend E4 avec le fou, vous voyez, qui attaquerait par transparence le cavalier central. Il y a d'autres possibilités pour les noirs même de faire mieux. On peut même jouer tour 8, on peut laisser les blancs essayer de se consolider, mais au final, la pression est si forte sur le centre blanc que les blancs ont du mal à garder le pion et à équilibrer le jeu. Ils sont obligés tôt ou tard de le rendre de toute façon. Donc en général, on ne le prend pas, on joue petit roc. Et là, cavalier C6. Alors cavalier C6 augmente la pression sur D4. Il ne faut pas oublier que derrière, en plus, on a un fou qui est en embuscade. Et on invite les blancs à pousser D5, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais ça va fixer la structure de pion. Et ça va permettre éventuellement aux noirs de s'attaquer, de harceler cette structure de pion pour la faire exploser. Voilà, avant d'attaquer la structure, il faut s'assurer qu'elle ne bouge plus, parce que sinon, vous ne savez pas trop si les blancs peuvent prendre, avancer, etc. Mais quand les blancs, effectivement, ont joué D5, après cavalier E7, on a ici deux structures emboîtées, celle-ci et celle-ci, qui ne peuvent pas bouger. Alors à noter, c'est très important quand vous avez comme ça des structures de pions, des chaînes, regardez vers où regarde la chaîne, vous voyez bien que cette chaîne, elle regarde de ce côté-là. Donc les noirs vont plutôt attaquer de ce côté-là, parce qu'ils auront notamment la case F4 comme soutien, et puis ils vont aussi attaquer la base, sans doute, de cette chaîne de pions ici, la base pour l'instant étant E4, donc on va essayer de jouer F5 pour essayer de casser cette base, et inversement, les blancs, eux, regardent plutôt de l'autre côté, avec une mini chaîne de pions qui pointe vers la dame, donc on va essayer d'attaquer avec les pions et de casser aussi ça, pourquoi pas de jouer C5, d'ouvrir, et puis en mettant les pièces lourdes sur la colonne C, de pénétrer dans le camp ennemi tranquillement, de façon à ouvrir des brèches. Alors,
C'est typique de cette ouverture qu'on a pu voir par ailleurs dans d'autres émissions de Diagonale TV de moult fois, avec plusieurs analyses. Alors, ici, c'est intéressant puisqu'on est en plein dans un des apports théoriques importants de Vladimir Kramnik ici, parce que cette ouverture est-indienne, jusqu'à cette époque, se jouait beaucoup, et y compris notamment par le très grand Garry Kasparov, qui a remporté énormément de victoires avec cette ouverture, avec les Noirs. Et Kramnik aura inventé dans cette période-là ce qu'on appelle maintenant l'attaque baïonnette. Alors, c'est ce qu'il fait là, c'est la baïonnette, c'est le coup B4. Alors jusqu'ici, on hésitait un peu à jouer le coup B4, puisqu'il y a l'opportunité de jouer A5, on va montrer la variante, et les blancs ne peuvent pas défendre par A3, puisque dans ce cas-là, il y aurait prise en B4, prise en B4, et regardez, hop, il y a un vis-à-vis, tour-tour. Donc ce coup A5 semble forcer finalement le coup B5, et après quoi, ça sera très dur de jouer C5. Vous voyez bien que le pion B4, si on l'a joué, c'est surtout pour pouvoir jouer C5. Donc si on fait ça, eh bien on se bloque, notamment après B6. Après B6, il n'y a plus aucun espoir à l'aile dame. C'est fini, on ne peut plus attaquer l'aile dame, donc on va être obligé de subir l'attaque des Noirs sans rien avoir en échange. Donc ça, c'est pas une bonne affaire. Mais Kramnik, sur A5, a inventé une série de coups qui s'avèrent finalement extrêmement fortes, qu'on avait sans doute mal estimées auparavant, à tel point que cette suite de coups a fini par décourager Kasparov lui-même de jouer cette variante. En fait, Kramnik a inventé ce coup-là, fou A3, et en tout cas l'a affiné, fou A3, et puis en fait ce fou joue le rôle de soutien pour jouer C5. Et si les noirs prennent, eh bien simplement on reprend du fou. Et bizarrement, en fait, on a un fou qui est très bien placé là, parce qu'il n'est pas attaquable, et il peut défendre la poussée C5. Et si les noirs jouent B6, ce qui paraît normal, parce que sinon C5 arrive très vite, on n'a même pas démarré notre attaque, que tout de suite, non seulement on joue C5, mais en plus on a un fou qui va taper sur D6, avec le cavalier qui va en B5, ça fait déjà tout de suite 2 pièces, ça va vite. Hein. Là, c'est les noirs qui vont subir. Hein. C'est les noirs qui vont subir. Et si on joue B6, qui paraît logique, oui, mais si je joue B6, on peut se dire, j'arrête totalement les attaques, c'est impossible. Oui, mais en fait non, parce qu'on joue quand même A4, et on va casser la structure en attaquant B6, par simplement A5. Et on va simplement ouvrir là, et c'est B6 qui devient faible. Et en fait, l'attaque blanche a déjà démarré, alors qu'on n'a même pas eu le temps, ici, d'enclencher notre contre-attaque avec F5. Donc, ceci commence à être connu, c'est-à-dire que là, je crois que Kasparov a déjà souffert de ça. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas déjà perdu une partie à ce moment-là, en 96 face à Kramnik. Donc Judith Polgar est au courant de ça, mais ça l'embête parce qu'elle aime bien jouer cette variante. Donc elle va inventer ici autre chose. En tout cas, essayer autre chose. Et elle joue, elle. Pareil, elle se dit, finalement, l'idée de l'Est-Indienne, c'est de dire, si les blancs attaquent vite, il faut que les noirs attaquent vite aussi. Donc elle joue très vite le coup. Cavalier F5, c'est quoi l'idée? C'est toujours pareil, c'est de préparer F5. Parfois on met le cavalier en 8, mais sans doute elle joue plus agressif, Judith, ça c'est son truc, elle aime bien jouer agressif, parce qu'elle veut peut-être aussi plus tard le mettre en F4, ce cavalier, pourquoi pas, on n'a pas peur d'une prise de fou, parce que ça ouvrirait avec le pion, et le fou G7 devient énorme. Hein. Oui, maintenant que B4 a été joué, le cavalier C3 est en l'air, il n'est pas protégé, et juste derrière lui, dans l'enfilade, il y a la tour A1. Donc ça serait dangereux de laisser le pion E5 s'échanger en F4. Exactement. Donc là, regardez quand la finesse de Kramnik, alors là on est en plein dans les préparations des très grands joueurs, des grands maîtres. Hein. Tout ça n'est pas le fruit d'une réflexion sur l'échiquier le jour même, ça a été préparé avant. Donc tout ça est très précis. Regardez tour E1 de Kramnik. Alors on va jouer en tour E1. Kramnik 1 augmente la défense potentielle avec la tour du point E4, qui est un point crucial, notamment si les noirs jouent F5, évidemment c'est pour faire une pression ici, mais aussi se prépare pourquoi pas le repli du fou sur F1 en cas de cavalier F4. Voilà, et ça permettra de jouer G3 pour chasser le cavalier F4, et ensuite pourquoi pas de faire ressortir le fou en G2. Exactement, on pourra envisager après effectivement des G3, des fous G2, et l'attaque noire aura du mal avec une structure peut-être un peu plus solide. Enfin voilà, en tout cas des possibilités. Après, il faut voir les coups exacts. Ici, Judith continue, elle a raison, bien sûr, il ne faut pas qu'elle traîne, parce que les blancs sont à un coup de très vite de pouvoir pousser. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le coup cavalier H5 est bien, parce que la menace cavalier F4 est peut-être une vraie menace pour prendre ce fou, ou alors forcer l'échange du fou de case noire, ce qui n'est pas une bonne affaire. Et c'est plus actif que cavalier 8, un peu lent, un peu plus solide en termes défensifs, mais justement créant moins de menaces, et on sait bien que la meilleure défense,
C'est l'attaque. C'est l'attaque. Voilà. En l'occurrence, là où il est moins bien placé qu'en H5 qu'en E8, c'est qu'il est sur la diagonale du fou E2. Alors voilà, il y a ça évidemment contrepartie, notamment Kramnik met l'accent dessus puisqu'il joue après ce coup F5 qui est un bon coup bien sûr, il joue cavalier G5. Alors, multiples avantages au coup cavalier G5. Pouf, j'attaque le cavalier H5 avec une destruction du roc noir, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Deuxième avantage, je protège aussi le pion E4. Comme ça, j'ai 2 défenseurs sur la case E4, donc ça peut être très pratique aussi. En cas de prise, pourquoi pas reprendre avec le cavalier. Et puis j'ai un cavalier qui peut remplacer. J'ai un magnifique bloqueur. C'est très difficile de jouer contre ça avec les noirs. Et enfin, troisième idée, je peux venir aussi sur la case E6, créer une multiple fourchette multipièces. Voilà. Et ça oblige la plupart du temps les noirs à se séparer de leur fou C8. Or, si on connaît un peu l'estindienne, on sait que ce fou en général il est très très bien placé en C8 et que son idée de ce fou, c'est de sortir pour faire mat. À la fin de la variante, c'est à la fin de l'attaque je mate, c'est pas à la fin de l'enfoi je touche, c'est à la fin de l'attaque je mate, et c'est lui qui mate en général, c'est lui l'épée absolue des noirs, donc on n'aime pas trop devoir le rendre contre un cavalier E6, et quand c'est possible pour les blancs, c'est souvent pas une mauvaise affaire. Alors il faut calculer son affaire, il ne s'agit pas non plus de le jouer n'importe comment ce coup cavalier E6, pion prend, et de perdre après ce pion E6 isolé ici pour rien. Non, mais en reprenant en E6 avec le pion D5, les blancs se créent aussi une case pour leur cavalier en D5. Voilà. Alors ce type de manœuvre, c'est que quand le pion vient là, le cavalier après peut sauter sur une magnifique case en D5 et c'est toujours extrêmement pénible pour les noirs. Donc tout ça est très bon pour le cavalier G5 qui est un coup thématique. Alors du coup, déjà la première menace c'est quand même de casser le roc ici, prise pion prend et puis la position du roi noir est quand même pas folichonne. Donc cavalier F6 de la part de Judith qui revient. Cavalier F6 qui revient, alors pourquoi pas cavalier F4, à la limite on aurait pu l'envisager, cavalier F4 aussi, peut-être encore plus agressif, puisque cavalier F4 alors, attaque le fou E2, et sur un coup comme fou F1 par exemple qui serait possible, on peut menacer G3 et où va le cavalier. Il pourrait revenir en H5. Bon. Mais en F4, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas trop peur de fou prend cavalier à cause de pion prend, et puis c'est nous qui menaçons des choses sur la grande diagonale. Avec du jeu, parce que ce pion F4 n'est pas vraiment doublé. À tout moment, le pion F5 pourra s'échanger contre le pion E4, soit parce que les blancs prennent et on reprend, soit parce que nous-mêmes on prend. Donc c'est un coup tout à fait envisageable, sans doute plus actif que le coup cavalier F6 de Judith, un peu plus défensif, peut-être un peu plus passif, mais plus standard aussi. On continue la pression sur E4. On veut forcer les blancs à prendre en F5. Et pourquoi pas reprendre avec le pion G et avoir une forte mobilité de 2 pions ici au centre, toujours extrêmement fort. Donc ici Kramnik joue positionnel, très très bien. Il a parfaitement compris Kramnik l'esprit de l'Estagnine pour les blancs dans cette position, il joue fou F3. Alors fou F3, l'idée c'est de surprotéger la case 4 qui est une case clé. Si les noirs prennent, eh bien il faut pouvoir reprendre une pièce et bloquer toute tentative de bouger ce pion. Il ne faut pas que ce fou se libère. Si on arrive à museler ce fou finalement, eh bien on a un peu gagné la partie parce que le fou esténien quand il se réveille il est toujours énorme. Donc maintenir absolument un contact et une protection maximale de la case 4. Alors dans cette situation, Judith ici joue le coup roi H8. Alors ça c'est bien parce que ça laisse au blanc maintenant. Alors l'idée de roi H8 c'est quoi? C'est je m'enlève, vous voyez comme ici on peut ouvrir le jeu, etc. Il peut y avoir plus tard des échecs, par exemple avec dame B3 plus tard dans la partie. Donc ça peut être un coup prophylactique de moyen long terme. Bon, c'est un premier point. Mais surtout, ça libère la case G8 qui peut être utile éventuellement pour une tour, pourquoi pas. Regardez, parce qu'après une ouverture F5, G prend, ça peut aider. Autre idée, c'est que ce cavalier souvent est mal placé. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de cases de sortie. En général, en F5, on va prendre soit du fou, soit du pion, pas trop du cavalier. Et on peut envisager de mettre ce cavalier en G8. Et puis, parfois, le cavalier protège ici la sortie du fou. Et ce fou, finalement, arrive à s'échanger contre le fou noir des blancs, qui est pas mal. C'est une façon, finalement, d'activer aussi le fou estendien. Même si les grands joueurs d'Estendien n'aiment pas trop échanger ce fou, c'est le fou de Grunfeld. Ah oui, on le garde. On préfère le garder parce qu'à la fin, il finit par se réveiller. Mais on peut aussi avoir à la fin des parties où il est totalement emmuré.
Donc voilà, c'est un coup attentiste aussi, c'est un coup prophylactique, et surtout c'est aux blancs de jouer, quoi jouer d'utile. Et maintenant que les blancs jouent fou B2, eh bien c'est l'heure pour les noirs, vous voyez c'est précis, on joue d'abord H8, fou B2, et maintenant on joue A5. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'idée fou A3 et tout, si on joue fou A3, on peut, hein, avec la même idée de Kramnik. On a perdu un temps. On a perdu un temps. C'est-à-dire qu'on a été obligé de jouer fou B2, puis fou A3, en attendant les noirs jouent un coup utile, hein, qui évite des échecs ultérieurs, et qui peut s'avérer, vous savez, des fois la partie d'échecs, elle se joue à un coup près. Mais le fait d'avoir joué fou B2 permettrait là éventuellement de jouer A3. Par contre, maintenant Alors, on n'a plus peur de l'échange en B4 puisque la tour est protégée et par le fou et par la dame D1. c'est vrai, on pourrait envisager tout de suite de jouer effectivement A3, on n'a pas peur de prise, puisque maintenant sur tour prend, on a par exemple dame prend ou fou prend, donc c'est moins dangereux. Mais Kramnik joue encore différemment. C'est important de voir comment il traite cette position. Alors ça, c'est un peu étonnant hein, d'ailleurs. C'est un coup un peu paradoxal puisqu'on a expliqué tout à l'heure que c'était ennuyeux pour les blancs. Bah, il le fait quand même. Fermer le jeu. Il le fait quand même. Alors là, c'est sûrement comme ça qu'on devient champion du monde, c'est en respectant certaines règles, mais pas toutes. Pas toutes. Alors là, B5. Oui, alors ça, c'est très curieux. Hein, parce que B5, Kramnik estime que les noirs, finalement, n'ont pas vraiment d'attaque ici, maintenant qu'il a joué précisément ses coups. Peut-être que le coup cavalier F4 n'ayant pas été joué, ça peut expliquer que l'attaque soit un peu freinée. Et puis après A5, peut-être qu'il a l'idée maintenant de jouer B6, alors, de donner le pion. Il peut jouer B6, alors, et les noirs pourraient bloquer. Alors si on bloque ici, on ne voit pas trop comment les blancs pourraient passer. Non. Donc ça veut dire que si, en cas de B6 des noirs, ici on pourrait imaginer, alors c'est pas du tout ce qu'a joué Judith, mais en cas de B6 des noirs, on ne sait pas trop comment les blancs peuvent passer, à part de tenter cavalier E6, fou prend, pion prend pour ouvrir le jeu un petit peu, mais ça a l'air. C'est sûrement la suite la plus agressive ou la plus porteuse d'espoir, de gain. Voilà, c'est une suite agressive, mais qui quand même n'est pas simple, dont on ne voit pas bien comment on pourrait suffire. Alors peut-être que le coup cavalier D5 qui suit obligerait une prise, et après la prise du pion C, on se retrouve avec un pion C7 totalement arriéré. Arriéré qui ne peut pas avancer parce qu'il y a des pions en B5 et D5 qui le prendraient soit en C6, soit en passant si on joue C5. Donc voilà, c'est peut-être l'idée. Peut-être l'idée positionnelle, alors on ne le saura pas, puisque Judith joue finalement tour B8, coup mystérieux. Alors ça c'est un coup, tour B8, oui, qui est vraiment... Alors si, le coup tour B8 peut avoir comme idée C6. Moi je vois bien Judith jouer C6, parce qu'elle n'aime pas trop les positions forcément fermées. C'est une joueuse d'attaque, encore une fois. Parce que C6, en cas de B prend, la tour attaque le fou B2. Donc c'est une tentative de mettre ici un vis-à-vis tour fou, pourquoi pas, avec l'idée, pourquoi pas, de jouer C6 et puis de provoquer des échanges au centre. Mais là, Kramnik ne perd pas de temps, il joue cavalier E6, voilà, ça il tue le fou, donc déjà ça affaiblit toute attaque ici, mais un petit pion, il faut avoir calculé, parce qu'attention, ce pion est faible aussi, hein. Il est souvent faible, hein, donc il faut faire attention quand même. Donc ici, fou prend E6, D prend E6, et vous voyez là, bon alors, ce pion, il suffit de jouer dame C8 et on ne peut pas le protéger. Sauf que, en fait, sur un coup comme dame C8, on va le tester ici, les blancs jouent le coup très fort, cavalier D5, voilà, ça suffit, puisqu'en cas de dame prend E6, on se venge sur le pion C7. Ils avaient une autre option que cavalier D5 aussi, c'est B6. Alors il y a une autre option, c'est de jouer B6, effectivement. Si la dame prend E6, ben on prend C7. Alors si dame prend E6, on fait pion prend C7, donc le coup logique ici c'est de jouer sans doute pas C6 parce que on perdrait le pion D6, mais tout simplement pion prend B6 par exemple, et dans ce cas-là, sur dame prend D6, les noirs sont bien. Parce qu'il y a quand même le cavalier E7 qui est en prise. Alors il est en prise, mais on peut se venger d'abord ici, et ça libère la case F5 qui attaque la dame. Donc ça c'est bien pour les noirs en fait, ça c'est pas mal. Par exemple, cavalier prend E4, on peut faire cavalier prend E4 d'abord, fou prend, ou oui, fou prend c'est bien. Fou protège F5. Et puis on peut jouer alors soit cavalier F5 éventuellement, mais encore mieux, c'est dame C5, voilà, dame C5, protège à la fois B6 et le cavalier E7 par transparence. Bon, c'est pas mal pour les noirs, tranquille. C'est quand même, je pense, un petit peu, c'est bon pour les blancs quand même, hein, après l'échange des dames. Alors, est-ce qu'il faut échanger les dames? Est-ce qu'il faut jouer fou A3? Elle est encore plus fort, oui, c'est vrai que c'est fort pour les blancs, ça. Parce que alors là, du coup, il y a du matériel. Hein. Ça, c'est embêtant. Hein. Ah oui, c'est embêtant, donc il faut trouver autre chose. Donc, sur dame C8, B6, c'est embêtant. Donc là, il faut peut-être réagir
faut quand même prendre en E6, voilà, tout simplement. On prend quand même en E6, on n'a pas peur de pion prend C7, puisqu'on va jouer tour C8, et voilà, les blancs ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas défendre, mais ils peuvent activer le fou en A3 par contre. Alors, ouais, alors par exemple, si les blancs, à noter quand même, si les blancs jouent cavalier E5, on peut prendre une première fois d'abord en E4 par exemple, puis jouer cavalier E8. Et ça y est, on va récupérer le pion. Alors, on perd peut-être celui-là, mais c'est pas grave. Oui. C'est pas... Hein, parce qu'on va jouer fou A3 avec les blancs. Mais bon, au final, si on récupère ce pion, ça va, il n'y aura pas trop de soucis. Il y a du jeu pour les noirs, quoi. On n'est pas totalement foutu. Hein. Donc ici, D prend E6. Alors Judith voit quand même cette manœuvre, ça ne lui plaît pas, et finalement elle joue cavalier 8. Alors cavalier 8, c'est bien. Bon, ça libère l'action de la tour sur la colonne F, donc ça permet d'avoir un peu d'action avec cette tour. Le cavalier aussi, surtout, défend les points névralgiques, C7 et D6, donc ça permet d'envisager la manœuvre dame C8, dame prend. Ça c'est bien. Et là, Kramnik joue dame B3. Donc dame B3, coup de développement de la dame, tranquille, vous voyez comme il ne se presse pas. Hein. Alors évidemment dame B3, en conjonction avec B6 dont tu parlais tout à l'heure, pourquoi pas, ça peut être une idée, parce que si B6 saute, D6 est quand même un peu faible. Protège par transparence. Ça peut protéger par transparence le pion E6. Dans certaines variantes, on pourrait pousser C5, ça gagne un temps en protégeant E6. On pouvait peut-être même le pousser tout de suite pour jouer dame D7 derrière. Ouais, on pouvait en tenter. Mais, puis l'idée là de dame B3, c'est peut-être de jouer tour AD1 pour mettre un vis-à-vis tour dame, qui sera forcément désagréable pour les noirs. Il y a aussi la possibilité de faire tour AD1 avec un vis-à-vis, tout à fait. Tour dame B3. Donc ici, alors Judith aurait pu quand même tenter dame C8, c'est le coup normal, puisque dame C8, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, ce pion est à la fois un poison pour les noirs, parce qu'on voit bien qu'il perturbe les pièces noires, pardon, mais il est faible aussi, c'est clairement, regardez, si je joue cavalier D5, j'attaque le cavalier, mais il suffit de prendre dame prend E6 et c'est fini, le pion C7 maintenant est protégé. Hein. Il faudrait tenter, je pense que l'idée c'est C5. Protéger le pion, parce qu'il est trop important pour le... Alors, c'est l'idée de dame B3, bien sûr, c'est d'avoir ce qu'on disait, c'est qu'on a un œil sur E6 en jouant C5. Mais C5 se heurte à pion prend C5. Alors, le problème de pion prend C5, il y a toujours des problèmes au coup, c'est qu'on affaiblit maintenant le pion E5. Il est plus faible. Bon, il est encore tenu par le fou, mais il est plus défendu par d'autres pions. Et on n'a toujours pas résolu le problème du pion E6. Donc, regardez, maintenant, il suffit de faire tour AD1, et la menace d'invasion dans le camp noir tour D7, très concrète. Elle est très concrète. Donc vous voyez le style de menace que procure dame B3. Alors ça explique le coup suivant de Judith, C5. Qui est un coup qui est un peu mystérieux a priori. J'empêche C5. Mais ça empêche C5. Voilà ce qu'on vient de voir, on empêche C5, mais on a affaibli. C'est toujours pareil, à chaque fois que vous bougez un pion, vous en affaiblissez un autre. Ici, c'est le pion D6 qui est faible. Alors, si ce pion D6 tombe, ça affaiblira encore le pion E5. Donc c'est jamais agréable. Hein. Alors ici, Kramnik voit finalement cette faiblesse. Il ouvre le jeu avec E prend F5, c'est l'heure. Il estime que tout ça, finalement, c'est faible. Il va pouvoir notamment attaquer ce pion D6 qui n'a pas la possibilité d'avancer puisqu'il est sous la menace d'un pion. Et il ouvre le jeu pour ses fous. Hein. Il voit que les pions centraux noirs sont sur case noire. Il a son fou sur case blanche, donc il va pouvoir balayer les cases blanches à sa guise. Exactement. Donc E prend F5. Alors ici, les noirs auraient dû sans doute jouer le coup cavalier prend F5. Pourquoi ? Parce que ce coup est toujours intéressant, puisqu'il peut menacer à terme de venir en D4 avec une magnifique case qui bouche la faiblesse sur le pion D6, qui est protégé par deux pions et qui donne un cavalier extrêmement fort. Le problème étant qu'il y a une réfutation tactique à cavalier F5, c'est qu'on joue tout de suite cavalier D5 et ça menace, en cas de cavalier D4, on va menacer E7, attaque, dame et tour. Aïe, ça fait mal. Alors, ça gagne une pièce. Oui, ça gagne une pièce. Alors pour l'instant, on ne peut pas le faire puisque le cavalier protège. Hein. Donc, mais on peut jouer un coup comme, bien sûr, cavalier C7, bien sûr. Et là, par exemple, les blancs peuvent continuer tout simplement en faisant cavalier prend, dame prend et protéger leur pion aussi. Ça y est, il est définitivement protégé. Puisque maintenant, même si le fou est pris un jour ou l'autre, il y aura toujours le pion C qui prend. Donc ce pion va rester un poison pour les noirs. Donc c'est ça qui est pénible en fait. Alors que le cavalier ici,
pourra toujours être pris. Hein. Alors cavalier D4, sans doute, je le prends, tout simplement. C'est encore le mieux. Fou prend D4, et après, c'est prendre D4 qui est naturel. Bilan des courses, les blancs ont un pion pénible dans le camp noir, tandis que ces pions, même s'ils sont effectivement bien, mais ils ne peuvent pas avancer. Hein. Celui-là ne peut pas avancer puisqu'il est bien contrôlé, et celui-là, pas plus. Surtout que s'il avance, il a pris en un seul coup de toute façon. Puis le pion A5 est un peu faible là. Pion A5. Il suffirait de jouer B6 par exemple pour le couper de la défense. Exact. Du pion B7 et Exact. on en ferait une cible assez rapidement. Exact, tout à fait. Je joue B6, ça empêche le pion B de venir le défendre à jamais. Il faudra mobiliser une pièce à sa défense. Bon, donc là, les blancs sont mieux, là aussi, hein, ils sont un peu mieux. Donc E prend F5, G prend F5. Donc Judith, pour cette raison, préfère prendre du pion G et au moins essayer de boucher ce fou et tout en libérant le sien. Et là, regardez, alors très joli, sans doute un des jolis coups de la partie. Oui, esthétiquement, il est beau. C'est pas mal. Fou H5. On s'y attend pas parce qu'on voit le fou sur la diagonale qui va vers le centre. Ah oui, et non, il vient là. Mais il peut s'arrimer au pion E6. Et Non, voilà. non pas derrière, mais devant. Devant, c'est-à-dire il veut venir ce fou. En fait, c'est pas tellement, on ne veut pas prendre le cavalier, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de venir sur la case F7 et être protégé par le fou tout en protégeant. Être protégé par le pion et tout en protégeant le pion. Les deux pièces se défendraient l'une l'autre avec un énorme poison dans le camp noir qui empêche toute mobilité des pièces. Hein. Voilà, ça créerait des gros soucis avec pas de possibilité de les virer facilement. Hein. C'est très compliqué. Donc Judith voit ça, elle essaye de s'en sortir avec cavalier C7. Alors évidemment cavalier C7, la menace, elle est simple, c'est de venir prendre en E6. Donc fou F7 maintenant est quasiment forcé. Dame C8, ça a l'air bien pour les noirs. Ça y est, hein, c'est le fameux coup qu'on a différé jusqu'à présent. On a deux pièces qui attaquent et les blancs n'ont pas de coup immédiat pour défendre. Mais ils ont un coup intermédiaire, ou un coup d'attaque cavalier D5 qui finalement défend indirectement le pion E6 puisqu'on ne peut pas le prendre à cause de cavalier prend E7. Ce qui est pénible. Oui, et ça force quasiment l'échange. Ça force l'échange. Quoi faire d'autre? Où va le cavalier? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Cavalier G6. Imaginons cavalier G6 par exemple. Et dans ce cas-là, simplement on pourrait prendre. Prend G6. Prise. Et regardez. Aïe, ça fait mal. Oh, le transfert. Ouh, échec. On ne peut pas mettre le fou à cause de dame prend échec. On est obligé de mettre le fou. Parce que sur roi G8, il y a cavalier E7, échec, fourchette royale et on prend la dame. Et c'est mat. Et c'est mat d'ailleurs. C'est fourchette, mais il n'y a même pas la fourchette, c'est mat. Il n'y a plus de cases pour le roi. Le roi ne peut même pas sortir en F7 puisqu'il est en échec et mat. En fait, c'est mat en deux, quoi. C'est mat en deux, en fait. Donc attention, hein. Donc sur cavalier D5, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si on va en G8, autre case, essayons de voir. Si on va en G8, eh bien... Ça, c'est pas amusant parce qu'il y a cavalier B6 qui attaque la dame. Ah oui, c'est pénible. Suivi de cavalier D7 avec une fourchette. Ouh, la dame est attaquée, donc on est obligé de sortir de l'attaque du pion E6, on est obligé de venir en D8, et déjà le pion E6 est protégé, et en plus, on a une fourchette. Hop, c'est horrible. Voilà, vous voyez, hein, ce simple pion E6, c'est quand même un poison absolu. Hein. Avec quelques trucs, il menace tout. Alors, donc, sur cavalier D5, il n'y a pas le choix, il faut prendre. Voilà, donc elle prend du cavalier C. Et donc Kramnik, maintenant, reprend de son pion C, et ça y est, c'est fini. Ça, c'est définitivement un poison pour les noirs, puisque c'est imprenable. Enfin, tout se défend, là. On va être obligé de faire des sacrifices si on veut s'en sortir. Alors, Judith s'accroche, elle continue. Alors, sans doute, elle a peur ici maintenant de Judith du très fort coup F4. Parce que F4 menace prise, et si on prend du plan, on libère ce pion, regarde, tac. Et si on prend du fou, il y a un sacrifice de qualité qui semble bon. Ah ben oui. Alors imaginons... On peut le regarder parce que ça c'est typique. Hein. C'est vrai. Imaginons que les noirs jouent n'importe quoi, on va dire B6. Hein. On peut envisager F4, d'accord? Et que font les noirs ici? Donc s'ils jouent un petit coup... Alors si on joue, qu'est-ce qu'on a dit? Je sais pas moi, on pourrait faire ça par exemple, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Dame A3 attaque B6, la menace est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc sur un petit coup, Elle prend B5 et simplement, alors, dame prend B6, attaque le pion E5 et on pourrait encore jouer C3. C'est extrêmement tendu. C3.
Et là, simplement on prendrait la dame, prise, tour B1, et on a un problème au centre. À noter qu'on ne peut pas prendre, hein, parce que, et puis la menace c'est E7. Hein. Ah oui. C'est horrible. Quasiment obligé de donner la qualité en F7. Hein. C'est horrible. Bon bref, alors donc C prend D5, donc F4. Donc, notamment en partie pour empêcher le coup F4, très certainement. Et aussi, pourquoi pas, pour essayer de donner de l'air au cavalier, bouger un peu. Ceci dit, le cavalier ne peut pas partir très loin parce que le coup E7 peut être très dangereux plus tard. Kramnik a fini son travail, il s'en va. Alors ça arrive souvent, hein, quand le travail est terminé, on s'en va. Finalement, le fou est venu défendre le pion, mais maintenant le pion D5 défend. Donc ce fou peut devenir actif ailleurs, et notamment il peut bloquer les cases blanches ici. Oui, c'est que tous les pions, 4 pions noirs centraux sur case noire. Alors Judith joue B6, alors ça c'est bien. L'idée, bon, effectivement, à l'F1, c'est pourquoi pas de très bien défendre ses pions maintenant, de façon à ce qu'il n'y ait plus de soucis, notamment le pion A5, mais aussi et surtout de jouer sans doute le coup tour B7 afin de défendre cette 7e rangée et notamment la case 7. Tour AD1, tour F5, attaque le fou H5, et là regardez, fou F3. Voilà, fou F3. Donc Kramnik qui veut mettre ses pièces sur les cases. Vous voyez que c'est les cases opposées des pions noirs, donc c'est les cases qui bloquent toute avancée. Dame G8, ici Judith, fidèle à son style d'attaque, essaie de s'en sortir par une attaque. Elle met une dame déjà en vis-à-vis. Elle va vouloir sans doute mettre une tour. Pourquoi pas tenter cavalier F5, cavalier H4 avec des menaces de sacrifice. Oui, ou jouer F3. Oui, F3. Ou cavalier prend F3. Et donc, il y a encore des petites, bien sûr, des petites menaces qu'il va falloir gérer. Et Kramnik va devoir jouer précis. Il joue d'abord fou E4. À noter que fou E4 libère le potentiel de la dame pour venir sur l'aile roi. Bon, tour G5 est normal. Attention, il peut déjà y avoir des menaces de type... ah non, même pas, il y a le fou. Je pensais à tour prend G2, roi prend, et on sort le fou avec échec. Bon, ceci dit, le fou menace rien, mais il faut commencer à penser à ce genre de manœuvre. Tour D3, donc ça, alors là, c'est très bien. À la fois une tour qui s'active et surtout qui peut coulisser. Ça, on a déjà parlé plein de fois sur Diagonale TV, la possibilité de coulisser les tours sur la 3e rangée. Donc fou F6. Judith continue méthodiquement à masser, pourquoi pas jouer la dame, pourquoi pas jouer tour G8 et avoir 1, 2, 3 pièces à l'attaque du roi. Ça menacerait tour prend G2 suivi d'un mat rapide. Donc il faut faire attention quand même avec les blancs. Bon, c'est Kramnik, il a vu tout ça, il faut quand même être précis. Il est mieux du fait qu'il a cette structure ici dans le camp adverse, mais il faut faire attention. Et puis la meilleure défense, c'est l'attaque. Tour H3. Tour H3. Tour H3, moi aussi je menace des choses. Hein. Aïe. Ah, ça fait mal. Hein. Ça revient à... On est obligé de donner la dame. Ouais, parce que là, ça menace tour prend et il n'y a pas d'autre choix que de donner la dame, fou prend et on a perdu la dame. Donc il faut protéger par cavalier G6. On bloque l'action du fou. Mais on interrompt la liaison entre la dame et la tour, donc voilà. ça retarde un peu l'attaque. Ça retarde un peu l'attaque, mais Judith se dit que elle va pouvoir jouer tour B7 et elle va contrôler ce pion H7. En plus, c'est dans son plan, puisqu'elle peut mettre la tour en G7 et ici contribuer à l'amassage des pièces lourdes contre le roi ennemi. Dame F3, très bien. Kramnik, vous voyez, il ne perd pas le noir, hein. Il va sur les cases blanches qui sont les cases contre lesquelles les noirs ne peuvent rien faire. Fou de case noire, tous les pions sont immobilisés sur case noire, le cavalier contrôle des cases noires. On ne voit pas en plus comment il pourrait s'activer pour contrôler des cases blanches. Il faudrait qu'il vienne en H4, mais on ne voit pas trop comment il pourrait faire. Et donc s'il s'en va, il ne contrôle rien, quoi. Donc dame F3, très bien. En plus, j'ai un petit œil sur G2. Hein. Tour B7, c'est ce qu'on disait, hein, regardez. Hein, quand on ne sait pas quoi faire. Pouf, voilà. Tour H5. Kramnik voit bien qu'il y a une petite attaque noire qu'il va falloir repousser pour tirer avantage de son... C'est un pion passé, ça. Il est quand même à deux cases de l'arrivée. Il va falloir qu'il arrive à casser tout ça, mais en attendant, il peut échanger des pièces. Tour prend H5. Dame prend H5, jusqu'ici tout est normal. Et enfin, tour G7, les pièces noires sont quasiment à leur maximum de potentiel ici, mais ça bute. Hein. Ça bute, mais il y a quand même une vraie menace, hein, c'est cavalier H4, ici, qui peut menacer cavalier prend G2, voire même tour prend G2, tout simplement. Le cavalier H4 sera protégé par le fou F6, c'est sans doute le maximum que pouvaient obtenir les noirs dans cette position. Donc Kramnik voit ça, il joue G3, hein, voilà, il joue un coup préventif, en jouant G3, il pointe le fait que les noirs, oui certes, ont massé des pièces, mais qu'est-ce qu'on fait contre
La machine G3 ici, ben, pas grand-chose. Hein. Alors le cavalier peut toujours venir en H4, parce que le pion G3 est cloué, mais ensuite il n'a plus de cible, hein. Il ne va pas sauter en G2 pour se sacrifier. F3 est 2 fois défendu, donc mais oui, c'est ça, il n'a rien à faire une fois qu'il est en H4. Il n'a rien à faire, donc ça bloque. G3, Kramnik met le doigt sur le problème des noirs, c'est que ben, cet amassement de pièces finalement ne menace rien, parce que les blancs sont suffisamment bien défendus. Et maintenant, ça va être à eux de jouer en quelque sorte. Hein. Donc cavalier E7, alors on libère la force des pièces lourdes ici, mais ça ne menace rien. Bon, Kramnik prend son temps. Pourquoi il joue H1 ? Il n'a pas peur de ça en fait. Hein. C'est qu'il veut mettre la tour tôt ou tard en G1, pourquoi pas en G2 défendu par les après, échanger et faire des échanges de pièces. Il est mieux dans la finale à cause toujours de ce pion. Dame F8, tour G1, voilà, on y est, tranquille. Cavalier G8 de Judith qui continue à essayer de manœuvrer, à essayer d'activer ses pièces, de trouver une meilleure façon de poursuivre une tentative de pression sur l'aile roi. Mais tout simplement, Dame F3 de la part de Kramnik qui revient, il n'a pas peur. Hein. Dame F3 menace, pion prend F4 et le pion F4 est perdu. À ceci près que la reprise ouvre la diagonale des fous, donc il faudrait échanger et sur Dame prend F6, le pion est non, et non, parce que prise, Dame prend, et en cas de fou prend, ben c'est Dame prend Dame. Ah oui, là on l'air. Donc il y a une vraie menace. Ouais. Elle est en l'air. Il y a une vraie menace ici effectivement de prise. Donc fou G5. Ça explique le fou G5. H4, où va le fou ? On n'a pas le choix. Si on veut garder le contact sur F4, il va falloir. Il rejoue F6 là maintenant. Ah oui, alors il se dit, Judith peut se dire, maintenant que H4 a été joué, en cas de prise, je peux me venger éventuellement sur le pion H4. Hein. Donc tour G2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on met la tour d'abord en G2 parce qu'on protège la tour avec les pièces blanches. Hein. En plus, maintenant, on peut envisager, pourquoi pas, de mettre la tour en H2. Si les noirs prennent en H4, ça peut être un thème. Dame E7, voilà, hop, 1, je bloque le pion E6, et j'ai un petit œil sur H4, on ne sait jamais. Dame H5, Kramnik ne se presse pas, il n'est pas encore prêt pour la combinaison finale, il continue, vous voyez, à étouffer toute velléité noire, on empêche même tout sacrifice ici en H4, hein, il y a une possibilité de prendre. F prend G3, F prend G3, Dame F8, vous voyez que les noirs sont obligés d'attendre, on revient. Tour F2, alors ça c'est un coup conséquent, je cloue le fou sur la dame, et évidemment le coup tour prend G3 n'est pas possible, puisqu'il y a dame prend H7, mat. Dame D8 de Judith, vous voyez, qui est obligée d'attendre, je vous dis encore un coup d'attente. Et là regardez comment Kramnik va finir ça, c'est très joli, G4, aïe, c'est dur. Donc G4, la menace évidemment c'est de jouer G5, et le fou est obligé de partir. La tour maintenant a toute possibilité de venir en F7, et ce sont les blancs qui attaquent. Sur fou prend H4. Alors sur fou prend H4, évidemment. On peut bien sûr rentrer en F7 avec la tour. On peut quand même jouer tour F7 ici, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la menace dame prend H7, tour prend, et tour prend mat, puisque le fou protège la case H7. Il y a aussi la possibilité de faire tour prend tour, roi prend, et dame prend H7, échec aussi. Bon, c'est pas mat, mais c'est quasi mat. Ça va pas être dur de trouver un mat dans cette position. Donc, après G4, on peut dire que là, ça y est, finalement, les noirs ont eu beau masser des pièces, finalement, leur position est tellement gênée par, vous voyez, ce pion hein, qui à la fin sert aussi à pénétrer en F7, est tellement gênant. Les noirs ne peuvent pas vraiment s'éloigner du bord. Et la pression était de toute façon inefficace, c'était voué à l'échec parce que les blancs, de toute façon, avaient toutes les pièces nécessaires pour la défense et ont pu petit à petit monter leur attaque. Donc fou E7 de Judith, encore un coup d'attente, elle attend la sentence. G5, G5 empêche toute velléité maintenant de bouger. Qu'est-ce que je fais ? Et puis là, G5, ça prive le cavalier G8 d'aller en F6. En plus, je ne peux plus bouger. Je peux plus bouger. En fait, il n'y a plus de coups. Il n'y a plus de coups. Ça s'appelle un zugzwang en fait. Hein. La preuve, c'est que. Elle joue C4. Elle joue C4. Alors, ça, c'est terrible parce que voilà, qu'est-ce que c'est que ce coup ? Il va nulle part ce fou. De toute façon, il sera pris s'il avance. Donc, ce pion, pardon. Donc, tour F7, voilà, c'est mort. Je dis de jouer encore un coup. Dame 8 par dépit. Hein. Et regardez, c'est magnifique. Pouf ! Abandon. Dame H7 échec, voilà, tour prend, tour prend H7 mat. C'est un vrai écrasement positionnel, hein, un vrai écrasement positionnel.
Alors, Judith abandonne ici, évidemment, si elle prend la tour, la dame, pardon, elle est obligée de le prendre avec la tour puisque le fou protège, on ne peut pas prendre avec le roi puisqu'on serait en échec, c'est au blanc de jouer, tour prend, échec et mat. Voilà, le roi a été étouffé. Mais alors c'est toute la position noire, on le voit, qui a été étouffée. Vous voyez comme les blancs ont finalement bloqué la structure noire en se donnant un pion empoisonné dans le camp noir, c'est toujours extrêmement délicat. Et les noirs étaient un peu extrêmement gênés par ce pion, ils ne pouvaient pas manœuvrer comme ils voulaient. Et ils ont essayé de monter une petite attaque à l'aile droite, mais au final on a bien vu que les blancs n'avaient aucune faiblesse. Et que ce pion, le 6, s'avère finalement la baïonnette qui permet l'invasion finale en F7. Et non seulement ça a bloqué les noirs, mais en plus c'est ce qui cause leur malheur final. Oui. En dépit d'une réaction, parce que quand on voit les noirs mobiliser leur force, on se dit qu'il va y avoir contre-attaque, réaction. Kramnik a tout désamorcé, tout en maintenant la pression, tout en gardant ses pièces. Il a monté son attaque avec prudence, une position solide. Et ça a quelque chose d'assez inéluctable quand on le regarde comme ça. C'est ça, mais c'est vraiment du Kramnik. Cette partie, c'est pour ça qu'on l'a choisie, elle est vraiment symptomatique du style de Kramnik, qui est à la fois extrêmement précis tactiquement, comme vous l'avez vu, mais qui augmente petit à petit son avantage, un peu à la Karpov. Oui, c'est une partie assez karpovienne. Assez karpovienne, petit à petit, jusqu'au jour où ça craque, quoi. Ça finit par craquer naturellement. Voilà, on finit sur ce joli tableau de maths final. Cette partie pour rendre hommage à la carrière de Vladimir Kramnik, 14e champion du monde classique depuis Stenitz en 1886. Kramnik qui a battu Kasparov et qui au final s'est fait succéder par le champion du monde en titre en 2012, c'est-à-dire Vishwanathan Anand. Merci de nous avoir suivis, merci Jérôme. Merci Stéphane. Et puis je vous donne rendez-vous sur Diagonale TV pour d'autres émissions sur les grands champions de l'histoire du jeu d'échecs. Au revoir. Au revoir.